Bienvenue sur le podcast Les petits pas vers de grands résultats. Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui souhaitent comprendre comment atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Dans cette première partie, nous essaierons de comprendre pourquoi certaines personnes réussissent a priori plus facilement que d'autres. Sommes-nous tous égaux dans notre quête de résultats ? Je m'appelle Julie et avec l'aide de différents experts, je vous propose d'explorer ce qui peut freiner notre progression et tenter de comprendre comment surmonter ces obstacles. Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Bienvenue dans cet épisode spécial Les petits pas vers de grands résultats où je reçois Patrick Kamba, directeur exécutif dans le secteur pharmaceutique et aussi coach, qui a écrit un livre qui est sorti récemment, Le secret de l'ambition, comment garder votre ambition pour vous en la réalisant. Évidemment, c'est un sujet qui pique ma curiosité et je me suis dit que cela serait certainement intéressant de l'aborder à l'occasion d'un épisode spécial sur l'atteinte des résultats. Bonjour Patrick. Bonjour Julie, merci pour cette opportunité. Je suis très content d'être là et très honoré évidemment, puisque bon, des podcasts, c'en est uniquement le début pour ma partie liée à mon livre, donc très content. Ah ben écoute, je suis ravie aussi de pouvoir échanger avec toi. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à ton sujet ? Comment est-ce que tu as envie d'être abordé ? Alors j'ai envie d'être abordé avec beaucoup de simplicité et d'un style très direct parce que j'aime ça et j'estime que c'est plus simple quand on peut être direct avec les personnes. En gros, c'est ça. Et donc oui, ce que je pourrais te dire au niveau de ma carrière, c'est que bon, après des études d'ingénieur, j'ai décidé en fait de travailler plutôt dans l'industrie liée à la production, aux améliorations de procédés. Et puis, j'ai évolué vers un travail de consultant et je me suis retrouvé il y a environ une quinzaine d'années à travailler en fait dans le pharma et j'ai adoré ça. Voilà, et c'est la partie vraiment développement de vaccins où je me suis vraiment éclaté, on va dire, à travailler avec des personnes au niveau international, des horizons et des perspectives complètement différentes. Donc là, j'ai adoré, c'était vraiment super. Et en plus de ça, j'ai pu me connecter à des cultures complètement différentes et la petite touche, je dirais, une relation aux autres et développement personnel, j'ai pu avoir un super terrain de jeu. Et ce qui a fait qu'en fait, très vite, j'ai commencé à être coach chez GSK notamment. Et on appelle ça job plus coach, dans le sens que c'est coach en plus du travail de tous les jours. Et donc, j'ai été formé pendant plusieurs jours et j'ai eu l'occasion ensuite d'avoir des premières missions de coaching avec des personnes. Et ça a duré environ 3 à 6 mois par personne. Et très vite, en fait, je me suis retrouvé à coacher 5-6 personnes par an pendant des années. Parce que j'adore ça, en fait. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta définition de l'ambition ? Ah, l'ambition. Ça, c'est vraiment le sujet qui me passionne et tout ce qui est développement personnel, en fait, en général. Pour moi, l'ambition, c'est cette force intérieure qui te dit va de l'avant, essaye, développe-toi, grandis. En gros, c'est ça. Le problème, c'est que parfois, l'ambition, c'est perçu négativement. Hein, on aime bien parfois parler des gens qui sont carriéristes, qui ont les dents longues, etc., etc., et c'est assez négatif. Et c'est un peu ça que j'essaie de contrebalancer, on va dire, dans mon livre, et expliquer qu'on peut aussi être ambitieux, pardon, et l'être de façon plus douce, on va dire, plus calme, plus soft, et on peut avancer sans forcément montrer qu'on veut écraser les autres, montrer qu'on est le meilleur, et tout ça. L'ambition, ça peut aussi être d'aider les autres, tout simplement. Ça, un peu rendre les lettres de noblesse à l'ambition. À chaque fois qu'il y a un sujet tabou, j'aime bien d'utiliser ça. Oui, c'est vraiment ça, rendre ces lettres de noblesse. Oui, oui, parce que vraiment, il y a une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est aussi parce que les personnes, parfois, quand on réussit, c'est ah ben t'as vu celui-là, oh t'as vu celle-là, il se la pète, il veut être le meilleur, elle veut montrer que, etc. Alors que déjà, à la base, les personnes ont des capacités, on a tous des pouvoirs, des talents uniques. Et où est le mal à quelque part aller de l'avant, utiliser ses capacités et j'ai envie de dire juste réussir, tout simplement. Bah, ça parle très souvent de la personne elle-même qui émet le jugement, hein. Ça renvoie et ça touche à des peurs personnelles, des jalousies, des propres
parfois incapacité à prendre des décisions ou prendre des risques. Et c'est aussi tout ça qui m'a mené à écrire ce livre. Parce que d'ailleurs, au départ, le titre de mon livre, c'était Garde ton ambition pour toi. C'était le titre original. Et simplement, en ayant discuté avec plusieurs personnes, certains m'ont dit ben, c'est un peu à double tranchant. Parce que, j'ai envie de dire en français, c'est ouais, ouais, garde ton ambition pour toi, garde tes problèmes pour toi. Tu vois? Et en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est garde ton ambition pour toi dans le sens cultive-la, réfléchis bien, qu'est-ce qui te guide, qu'est-ce qui te motive, pourquoi veux-tu aller de l'avant. C'est plutôt ça. Donc, le titre a évolué et est devenu le secret de l'ambition. Et j'aimerais dire aussi qu'une des parties de l'ambition et de ses secrets, c'est aussi écoute. C'est pas que parle, 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 mais c'est aussi écoute. OK, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, quand tu parles de garder son ambition pour soi, je pense que même si tu as modifié le titre, tu en parles quand même dans le livre et pourquoi alors, d'après toi, c'est important ou nécessaire de garder son ambition pour soi et un peu de la dissimuler comme ça? Oui, voilà. Donc là aussi, dans certains chapitres, je parle de la dissimuler, de la cacher, de la garder pour soi, mais parfois, ça peut aussi être contre-productif. Hein. Faut pas. Je mets de la nuance, évidemment, dans le sens que ça ne doit pas être un secret que personne ne voit, personne n'est au courant, mais c'est plutôt, tu peux la partager, mais réfléchis bien, partage-la avec sagesse et pas avec tout le monde, avec un cercle restreint de personnes. Tout simplement parce que, un exemple classique, tu dis demain que tu veux être indépendant, ben les personnes, ah oui, t'es sûr, mais pourquoi? J'ai un frère, j'ai un beau-frère, j'ai une maman, j'ai une cousine qui a été indépendante, ça a été super compliqué. Et alors, on vient avec du négatif, alors qu'on peut avoir une très belle idée au niveau être indépendant. Un exemple aussi dont je parle et qui me fait beaucoup rire, je me suis fait plaisir, je l'ai mis dedans, dans le livre, c'est annonce que tu veux faire un régime. Tout le monde devient diététicien, naturopathe, médecin, psychologue, etc. et va te donner les meilleurs conseils du monde et challenger ta méthode. De nouveau, garde ton ambition pour toi, ou le secret de l'ambition, c'est je veux perdre du poids, je vais décider de demander à quelques personnes en qui j'ai confiance, je vais avancer petit à petit, et puis un peu l'effet surprise, ah mais tiens, t'as perdu du poids, ah mais tiens, t'as maigri, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas en parler un petit peu, mais pas trop, parce que de nouveau, on va dire, ouais, mais moi j'aurais fait autrement, et je pense que, moi je trouve que tu devrais. Et mais non, c'est pas ça. J'essaie juste de vous parler de mon projet. Et c'est un petit peu ça que je raconte dans mon livre. Oui, c'est intéressant, c'est un livre qui est à recommander aux futurs indépendants quelque part aussi, Oui, entre autres, entre entre autres, mais à n'importe quelle personne, en fait, qui a envie d'évoluer dans sa carrière. Et évoluer, c'est au sens large. C'est pas forcément passer de manager à directeur. Ça peut être évoluer simplement en étant manager, mais en voulant travailler dans le bénévolat en parallèle avec la Croix-Rouge, avec Oxfam. Et c'est pas un souci non plus. Mais de nouveau, si tu veux annoncer ça à certaines personnes, on va te dire, ah, mais écoute, t'es pas déjà assez occupé. Oui, mais ça va te prendre le week-end. Ah, mais tu vas devoir te déplacer. Est-ce qu'on va au moins te payer tes kilomètres quand tu vas aider au champ? Mais non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est simplement que ça te tient à cœur d'aider les autres avec la Croix-Rouge, avec Oxfam, ou de travailler et donner un coup de main pour la soupe populaire, parce que ça reste plus ou moins professionnel, on va dire, ou connecté, ou ça peut être aussi, évidemment, de travailler pour avoir une promotion. Ça peut être ça peut être je veux travailler et je veux m'expatrier, ou je veux être à 4-5 liens pour pouvoir m'occuper de certaines choses en dehors. Tout ça, c'est un projet personnel en ligne avec qui on est. Et c'est là où j'en parle aussi dans les premiers chapitres. Exploration de soi-même. Et non pas juste je veux être directeur. Oui, ok, mais pourquoi? Non, mais je veux être directeur parce que je le mérite et je le vaux bien. Mais non, mais non. Explorer d'abord qui on est et pourquoi et qu'est-ce que ça touche. bon, comme tu disais, il y a une nuance, que tu as envie un peu d'émettre, bah, voilà, tu dois en parler, mais pas à tout le monde. Est-ce que justement, comment est-ce que tu fais pour déceler à qui tu peux en parler ou pas? Oui, oui, bien sûr. Et je dirais que c'est pas un exercice forcément facile et évident. Et on peut être surpris, voire déçu quand on en parle à certaines personnes et elles le prennent mal ou elles émettent de la part de la jalousie. J'aime bien dire, en fait, parlez-en à des personnes avec qui vous vous sentez bien quand vous discutez. Ça peut sembler idiot, mais je prends un exemple très simple. Quand tu décides de partir en vacances, tu vas en parler à un certain nombre de personnes. Et ben, quand les personnes vont être heureuses et te dire ah, c'est super, Julie, prends des photos, dis-moi comment c'était là-bas parce que ça m'intéresse un jour, par rapport à ah, tu pars encore en vacances, mais avec ton boulot d'indépendant, tu es sûr que tu arriveras à passer correctement?
Mais il me semble que tu pars 3 fois dans l'année, oh bah, on voit ceux qui peuvent le faire. Et ben voilà, tu viens d'avoir la réponse à qui tu peux parler et avec qui tu ferais mieux, peut-être pas le cacher, mais en dire pas trop. C'est ça. Des personnes qui vont creuser, qui vont réellement s'intéresser à toi et qui ne vont pas forcément juger et qui Voilà. sont peut-être elles-mêmes, dans un état où elles ne sont pas bien. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Et je te donne vraiment des exemples par rapport à mon livre. Je n'ai pas dit à, entre guillemets, à 20 personnes ou 30 personnes que j'écrivais un livre. Je dirais, pendant que j'écrivais mon livre, j'en ai parlé à 2 ou 3 personnes. Et même là, j'en avais déjà une ou deux qui m'a dit: «Ah, mais t'as pensé à telle personne pour la préface? Ne me dis pas si je peux t'aider.» Non, mais c'est pas ça que je te demande. Je suis juste très content de te dire que j'écris un livre. Et j'aime bien dire aussi que les personnes qui peuvent vraiment t'aider sont celles qui ne vont pas dire qu'elles peuvent t'aider. Et j'ai envie de dire, quand quelqu'un te dit: «Si tu veux, je vais t'aider», eh ben, c'est elle qu'il ne faut pas choisir. Ça peut paraître anti-intuitif, mais je vais te donner une raison très simple. Celles qui tout de suite se portent volontaires pour t'aider, elles ne le font pas pour toi, elles le font pour elles, c'est leur ego. C'est une histoire de: «Regardez, moi j'ai aidé Julie. Mais oui, regardez, c'est moi, grâce à moi, elle a réussi à faire ça.» Et en fait, un très bon indicateur, c'est quand vous demandez à des personnes de vous aider, elles ne vont jamais proposer. En général, elles sont surprises, à la limite, elles ont peur. Elles ont peur d'échouer. Ça, ce sont les meilleures personnes. Pourquoi? Parce qu'elles vont donner le meilleur pour vous, pas pour elles. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait relire mon livre. J'ai eu 2 personnes, elles étaient presque mortes de peur en me disant: «Mais tu es sûr que je peux t'aider? Je ferai de mon mieux, je suis vraiment honoré, j'espère que ce que je vais te raconter, ça va te servir.» Et effectivement, quand j'ai lu leurs commentaires, c'était des commentaires du genre: «Je suis désolé, je te donne mon avis, j'espère que ça peut t'aider, peut-être que tu pourrais le dire autrement.» Par rapport aux personnes: «Oui, mais n'hésite pas, tu m'appelles, je me libère, hein, je vais t'aider.» Non, ça, c'est pour leur ego. Des personnes qui sont peut-être un peu plus humbles. Voilà, et on y arrive, l'humilité, Mmh. c'est très important. Pour moi, c'est même critique, heu, parce que comme tu le sais par mon parcours et les discussions qu'on a eues dans le passé, j'ai un poste très élevé, je fais des choses très, très importantes, ça impacte plein de monde et pourtant, à la limite, tu n'es pas trop au courant et il y a plein de choses qu'en fait, tu ne verras pas sur mon profil LinkedIn, mais c'est volontaire. C'est savoir être humble et j'aime bien dire que les personnes les plus humbles sont souvent les personnes sur qui on peut compter et qui pourront vous aider pour vous, pas pour elles-mêmes, en fait. Et c'est très important, l'humilité. Parce que j'aime pas trop, je l'avoue, les personnes qui, effectivement, aiment bien dire qu'ils ont tout fait tout seuls, ils sont des self-made men, self-made women et tout ça. J'aime pas le concept parce à la fin, même un self-made man, self-made woman, à un moment, bah, c'est la banque qui a accepté un crédit, c'est quelqu'un qui a accepté de les recevoir. Donc, non, ils ne sont pas fait tout seuls. Non, désolé. Donc tu décris aussi des stratégies pour concilier ambition personnelle et relations harmonieuses. C'est quoi les grands défis lorsqu'on essaye de maintenir un équilibre entre les 2? Alors, le défi, c'est entre donner un certain nombre d'informations sur comment son projet d'ambition avance, comme typiquement mon livre, et en même temps ne pas trop en dire, parce que c'est une histoire de non, mais Patrick, tu es déjà dans le pharma, c'est une industrie qui se porte bien, je suis sûr que tu gagnes bien ta vie, pourquoi est-ce qu'en plus tu veux faire un livre? Tu veux encore montrer que c'est toi le meilleur. Donc, c'est un peu ces deux-là, parce que j'ai déjà eu ça évidemment comme commentaire, et donc l'intérêt, c'est expliquer avec tact, c'est dire: «Mais écoute, heu, je suis une personne ambitieuse, oui, c'est vrai, tu le sais bien, j'ai fait des études d'ingénieur, en effet, et donc quelque part, ça démontre par définition une certaine ambition. Mais en même temps, je tiens à aider les autres parce que c'est mon truc. À un moment, je suis dans la santé, c'est parce qu'on veut aider les autres. À un moment, c'est ça, c'est aider les autres à être en bonne santé et donc à se sentir bien, si je devais caricaturer. Et donc, c'est une balance. Et c'est avoir des amis très proches avec qui on va partager ces doutes, ces réflexions. Ah, mon livre là, j'ai passé la semaine tous les soirs à le revoir et à refaire mes chapitres. Et en même temps, c'est dire, oui, c'est chouette, je suis en train d'écrire un livre. Donc, c'est un petit peu cette balance. Mais de nouveau, au fur et à mesure qu'on avance dans son projet en général, les personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent, mais pour vous et qui sont heureuses pour vous, ben on les voit très vite en fait. Et avec ces personnes-là, on peut partager, j'ai envie de dire, en toute vulnérabilité où on en est et les chemins par lesquels on passe. Et les autres qui sont vraiment jalouses, etc.,
eh bien, on en parle un petit peu moins avec elles et on leur demande aussi, mais toi, où est-ce que tu en es dans ta vie, dans tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'est aussi les interroger sur leurs projets, leurs ambitions et ne pas toujours garder les conversations au sujet de nous-mêmes, mais aussi prendre le temps d'écouter, de demander aux autres ce qu'ils veulent faire. Moi, dans les leaders aspirants avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, il y a quand même quelque chose qui revient régulièrement, c'est vraiment l'intention de contribuer à quelque chose d'un peu plus grand que soi. Mais c'est pas une ambition qui est égocentrée, en fait. Souvent, il y a cette ambition de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Oui, et donc c'est la partie exploration de soi, hein, puisque effectivement, l'ego, ça va être de dire, OK, je vais faire un livre, hein, je vais le publier, voilà, ça c'est clairement l'ego, soyons clairs. Mais après, c'est le pourquoi est-ce que je veux faire un livre et sur ce thème-là, sur l'ambition. Et donc, c'est aussi ce que je raconte dans mon livre. Un sujet qui me passionne et qui me tient vraiment à cœur, c'est contribuer au développement et à la carrière professionnelle des femmes. Pourquoi les femmes en particulier? Ben voilà, j'ai 3 filles, donc là déjà, c'est un petit truc en plus. Et aussi parce que, comme je le raconte dans mon livre, ma maman avait 4 enfants. À 40 ans, elle a décidé de faire des études d'infirmière. Voilà. Alors qu'elle avait fini des secondaires professionnels. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, ça connecte vraiment à ce que j'aime faire. C'est contribuer au développement et à la carrière des femmes. Et que ce soit chez GSK dans le passé et actuellement chez PPD, mon employeur, j'ai de travailler et de faire partie en fait de, on va dire, des groupes de développement pour la carrière des femmes et donc je mentor, je coach des femmes depuis maintenant une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Et ça vraiment ça me passionne parce que j'aime bien dire que la façon de grandir, de gérer sa carrière pour un homme et une femme, c'est complètement différent. Et je le vois même avec mes 3 filles, alors qu'elles sont très très jeunes. J'apprends et je vois déjà pas mal de choses. Et donc, j'ai 3 coachs à la maison. Et c'est intéressant. Et c'est vraiment ce qui me passionne. Et donc, je peux pas m'empêcher, quand j'ai une occasion de contribuer au développement d'une femme en particulier, je vais y aller. Voilà. Je peux pas résister. Elle va me dire, ah oui, mais je réfléchis à ça au niveau de ma carrière, au niveau de mon chef, où j'ai peur de me lancer, tout ça. Et j'ai naturellement faire une pause et prendre le temps de discuter. C'est vrai que dans les thématiques qui touchent particulièrement les femmes, on a la relation à l'argent, la sexualité et l'ambition. C'est vraiment des thématiques qui sont relativement tabous. Dans le cadre de ton mentorat, où tu accompagnes justement des femmes ambitieuses, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans leur parcours? Et c'est quoi le conseil que tu pourrais donner justement à ces personnes? Alors, il y en a plusieurs. Il y a une chose qui m'amuse à chaque fois et je leur dis à chaque fois, simplement le premier meeting, la première réunion où on parle de coaching et de faire des sessions pour le futur où on se présente, les femmes, 100%, donc je parle, quand je dis 100%, c'est, enfin, je veux dire 90% sur environ 40 femmes, hein, donc 40 ou 50. Sur une dizaine d'années, c'est est-ce qu'on pourrait se voir une fois par mois, mais comme je sais que tu es occupé, peut-être que tous les 2 mois, c'est mieux. Je dis, mais non, tu sais qu'un homme, c'est, et donc on se verra la semaine prochaine, chaque semaine, pendant toute l'année. C'est déjà 2 approches très différentes. Et donc, je peux dire, et je ne veux pas généraliser pour toutes les femmes, évidemment, mais sur principalement les femmes que j'ai coachées et mentorées, c'est oser demander plusieurs séances de coaching à une certaine fréquence, et c'est à moi après de dire si ça va ou ça ne va pas. Il n'y a pas de mal sur le principe à demander ou, entre guillemets, exiger d'avoir des sessions fréquentes. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est pas besoin d'être prête à 100% pour lancer un projet, approcher un investisseur, avoir des réunions de coaching, parce que j'ai des personnes que je coach qui me disent, là, je ne suis pas encore prêt dans mon projet, ou je n'ai pas encore assez avancé par rapport à la discussion de la fois passée, donc je décale la réunion de 2 semaines. Je dis, mais non, non, mon but, c'est pas de te rencontrer et de te voir quand tu es complètement prête, c'est avant, puisque ça te permet d'avancer, d'ajuster tout au long. Donc, c'est une deuxième chose. La troisième, c'est évidemment négocier votre salaire. C'est un tabou, mais négociez votre salaire. Au pire, on vous dit non, vous demandez trop. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et la quatrième, c'est oser. Oser, 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 oser. Cinquième, mon meilleur ennemi, syndrome de l'imposteur. Celui-là m'amuse beaucoup, en fait, je l'avoue. Euh, Beaucoup en autodérision, évidemment. Parce que j'aime bien dire, parfois, vous avez été sélectionné pour un nouveau job, pour une nouvelle fonction. Et vous, la première chose que vous faites, c'est
merci beaucoup de m'avoir sélectionné. Voici mon cadeau en tant que nouvel embauché, mon syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Vous avez été sélectionné, c'est qu'on pense que vous allez faire le boulot. Donc pourquoi venir avec le syndrome de l'imposteur? Puisqu'on vous a choisi. Vous êtes passé après 3, 4, 5 rounds d'interview. Donc pourquoi arriver avec l'imposteur puisqu'on vous a choisi? Voilà. Et ça, effectivement, pour beaucoup d'hommes, c'est difficile à comprendre dans la mesure où ben, vous avez été choisi. Donc pourquoi vous doutez? Puisque vous avez été choisi. Voilà. C'est les quelques conseils, quelques observations aussi que j'ai eues sur ces dizaines d'années, on va dire. On parle d'ambition, mais parfois, l'ambition, elle peut devenir un peu toxique pour nous et notre entourage. Est-ce qu'il y a des indicateurs justement qui font, voilà, des red flags où tu te dis attention, là, l'ambition, elle vire sur un mauvais côté, ça dépasse un peu les bornes. Oui, le côté obscur, hein, j'aime Le bien. côté, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas si tu as remarqué ma tasse. Ben oui, j'ai vu. Mais parce que Dark Vador. Donc si on prend l'exemple de Non, non, Dark non, Vador, c'est partie de la désolé. team, de la force. Oui, le côté obscur de la force, est-ce que c'est pas quelque part le côté obscur de l'ambition? Hein? C'est avoir trop d'émotions, tu es en colère, tu veux être le plus beau, tu veux être le plus fort, tu veux que tout le monde te remarque, etc., etc. Tu aides les autres pour dire que tu veux être associé à ce projet. Ce qu'il y a derrière, c'est le côté, il faut que tu sois plus visible. Mais plus visible jusqu'à quel point qu'on ne voit que toi dans la réunion, qu'on ne voit que toi sur scène. Hein, et qu'est-ce que tu veux satisfaire derrière tout ça? C'est un petit peu, oui, des indicateurs. Et si effectivement, autour de toi, il y a trop de personnes, j'ai envie de dire, qui ne se connaissent pas, qui commencent à dire, ah oui, mais toi, de toute façon, t'aimes bien tourner le crachat, t'aimes bien être au centre des conversations. Ça, c'est quand même des signes. Et aussi, ben, si tu passes trop de temps à parler dans un groupe, et si les autres n'arrivent pas à parler, à un moment, c'est aussi, tu veux être au centre. Pourquoi? Je pense quand même qu'à un moment, bah, si tu es ambitieux, et j'ai envie de dire une ambition relativement douce, tu dois laisser la place aux autres. Tu dois être celui qui va dire, ah oui, et toi, comment ça va dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? Et s'intéresser aux autres. À la fin, c'est ça. Mais s'intéresser aux autres, pas pour pouvoir dire, ah ben c'est super, je peux t'aider. C'est plutôt, ah mais c'est super, accroche-toi, j'espère que tu vas y arriver. Voilà, et c'est encourager les autres. Je crois vraiment qu'à ce niveau-là, il y a encore une bonne connaissance de soi et surtout reconnaître aussi qu'on tombe dans des dérives parfois parce que, allez, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire et quand on a un besoin de reconnaissance ou que, voilà, ce sont des pièges dans lesquels les personnes peuvent tomber et je pense qu'on a tous des côtés d'ombre et de lumière justement. Et bon, j'imagine que dans ton livre, tu donnes peut-être des astuces pour ne pas tomber dans ces pièges éventuellement, ou en tout cas apprendre à repérer les pièges dans lesquels on pourrait tomber, parce que bon, on a tous un ego, et je crois que c'est quelque chose qui peut arriver même avec le succès. Je crois même qu'il y a des histoires comme ça de personnes qui ont eu trop de succès d'un coup et qui n'ont pas pu le gérer parce qu'ils n'avaient pas regardé à l'intérieur d'eux, ils ne s'étaient peut-être pas occupés de leurs affaires, et donc bon, ils sont tombés dans certains pièges. Donc toi, est-ce que tu as justement des astuces pour éviter ces red flags? Oui, alors je commencerai déjà par dire que moi aussi, évidemment, j'ai été, j'ai envie de dire, très longtemps dans la recherche de reconnaissance et donc quelque part d'ego. Mais pendant un long moment, je ne savais pas que le besoin de reconnaissance était tellement lié à l'ego. Je ne savais pas, en fait. J'étais trop occupé à chercher la reconnaissance que je n'ai pas capté. Non, non, c'est vrai. J'avais beaucoup ri parce qu'une de mes amies, euh, quand je lui ai dit, ben oui, mais en fait, je me rends compte que mon besoin de reconnaissance, c'était l'ego. Et puis elle me dit, ben oui, exactement. J'ai dit, non, mais tu peux pas me le dire toutes ces années. On en a beaucoup ri. Il dit, bah oui, tu me l'aurais dit, j'aurais compris. Pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, mais c'est à chacun de faire son chemin et de comprendre. Je dis, bah, merci, tu m'aurais fait gagner des années. Donc on en a beaucoup ri. Mais au-delà de ça, justement, une stratégie de base, c'est avoir des bonnes personnes autour de soi qui vont nous dire à un moment, non, mais là, tu exagères, ça va le coup. Hein, c'est avoir des personnes qui vont te donner des feedbacks un petit peu candides, même en tant qu'ami, pour dire non, mais là, t'exagères, ça va, la rockstar, voilà. Et donc, plus sérieusement, c'est être bien entouré. C'est d'abord ça, parce que même s'il y a la partie exploration de soi,
Ça, c'est une chose parce que je continue à lire et j'ai l'habitude depuis, pour faire 5-6 ans maintenant, j'ai des sessions régulières avec une psychologue coach avec qui j'aime bien discuter. Ben, j'apprends évidemment sur moi-même, ma relation, comme tu dis, à plein de choses, hein, l'argent, la famille, la réussite, etc. Donc, c'est important. Et parce que là aussi, en tant que coach, pour être crédible, ben, j'estime qu'il faut être supervisé par un ou une psychologue, j'ai envie de dire diplômée, qui a fait les 5 ans de psychologie, etc. J'aimerais dire qu'il faut ça. Et donc, c'est avoir une personne comme ça, professionnelle, parce que vraiment, il faut une personne professionnelle, et en plus de ça, avoir un réseau de coachs, de mentors, de conseillers, on les appelle comme on veut, avec qui on échange, et qui vont aussi parfois nous rappeler ou nous faire revenir un petit peu sur Terre. Et ça n'empêche pas, évidemment, aussi de célébrer, parce que je ne dis pas qu'il faut zéro ego non plus. Hein. On peut aussi être fier qu'on a écrit un livre, on a réussi, on a été promu, ou on a pu faire un super voyage, etc. Ça, c'est pas un souci. Et quand c'est trop écrasé des autres, là, ça ne va plus. Donc, il faut être bien entouré. À la fin, c'est ça. C'est ça. Je crois aussi qu'il y a une différence entre l'orgueil et l'ego. L'ego n'est pas fondamentalement mauvais, mais il y a une part d'orgueil et qui touche aux blessures. Enfin voilà, c'est un débat qui on peut aller très très loin en tant que coach dans. Voilà. Et disons que, effectivement, l'ego, c'est peut-être ce qui peut nous aider aussi à nous relever après un échec. C'est un peu ça aussi, c'est se dire, ah bon, ben là, j'ai pas eu la promotion cette fois-ci ou ce mois-ci. Bon, il faut que je digère la nouvelle, évidemment, mais plutôt un jour qu'un an. Et je vais réfléchir pour faire mieux la prochaine fois et comprendre avec mon chef pourquoi je n'ai pas été promu ou avec ma chef, évidemment, etc., etc. Et c'est l'ego qui va dire, ben là, cet examen, j'ai pas eu une super note, il faut que je révise, il faut peut-être que je me fasse aider, il faut que je trouve des sites pour avoir une meilleure note la prochaine fois. Et ça, quand c'est comme ça, l'ego nous aide effectivement. Et plutôt, c'est pas normal, ils ne comprennent pas tout ce que j'apporte, je me demande si je ne serais pas mieux d'aller ailleurs. Et là, c'est l'ego, et alors on commence à faire n'importe quoi, effectivement. Ouais, on en revient toujours à être en lien avec soi, être en lien avec les autres et donc remettre de l'amour sur tout ça, en fait. Aimer soi-même, oui, ça, c'est une des clés. C'est Ouais, une des clés, ouais. effectivement. Et avancer à son rythme. Et ne pas se dire, j'ai 40 ans, je suis à tel niveau, alors que d'autres à 38 sont déjà à tel endroit. Mais non, mais chacun son chemin. Et c'est se dire aussi vis-à-vis de soi, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et je ne sais pas non plus tout ce qui est arrivé chez les autres personnes. Tout simplement, on a notre propre chemin, notre propre bagage, on va dire, à porter ou à gérer. Et donc, il faut avancer à son propre rythme. Et comme tu dis, être aligné avec soi-même. Ne pas se comparer, c'est vrai. Ah non, ça c'est un des pièges aussi, se comparer, oui. Se comparer peut être bien seulement si c'est pour nous faire avancer. Si c'est pour se sentir mal, ça sert à rien. Si c'est te dire, bah, cette personne-là a réussi à créer sa boîte, j'invente en un an, ah c'est déprimant, moi je suis toujours pas capable, ou alors oui mais lui de toute façon il a la chance, ses parents lui ont donné des sous, ses parents ont fait tel type d'études, donc c'est normal qu'il le fasse. Non, non, c'est plutôt, et si j'allais parler à cette personne pour comprendre comment elle a fait, elle a peut-être des idées, des tuyaux à me donner, parce qu'il y a de quoi être inspiré. Et ça, c'est du bon ego. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu la différence entre je suis jalouse de la personne ou cette personne m'inspire. Ah, elle a cette réussite, je n'y arriverai pas ou ah, mais j'ai envie d'y arriver. Tiens, comment est-ce que je peux faire pour m'inspirer de ses actions ou de m'inspirer de son quotidien pour pouvoir avancer? C'est vraiment une démarche différente. Hein. Encore une fois, on change d'énergie. Oui, il faut savoir demander de l'aide. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Je vais me dire, je le fais tous les jours. Donc, c'est absolument pas un souci. Et j'aime dire que c'est une de mes premières forces. Savoir demander de l'aide. Et non pas se dire, j'ai pas envie d'en parler, je veux gérer mes problèmes tout seul, je veux m'en sortir. Mais non, non, où est le problème? Fais-toi aider. Si tu as des gens autour de toi qui savent, ben, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas demander? On en revient au relationnel encore une fois, comme tu disais. Ouais, ouais, ouais. Le relationnel. Et donc, bon, sur du long terme, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour cultiver sa motivation, surtout bah, quand les résultats n'arrivent pas aussi rapidement que ce qu'on souhaiterait? Donc, parfois, il y a une petite impatience. Bien sûr, oh oui, 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 l'impatience. L'impatience, oui, 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 ça j'apprends avec le temps. Hein. Ça, c'est être moins impatient. Pour moi, là.
Spécialement, tu sais, quand tu travailles dans le développement de vaccins où tu veux aller vite, parce que tu veux quelque part aider les personnes à ce qu'ils se sentent mieux, à ce qu'ils soient en meilleure santé. Et donc, tu dis, bah, tu veux te dépêcher, il faut pousser, il faut l'étude clinique pour que ça avance, etc. Et c'est toute l'ambition en général, c'est à dire, je veux créer ma boîte ou je veux publier un livre, je veux que ce soit un best-seller en une nuit si possible. Non, ça marche pas comme ça. Et j'aime bien dire qu'au moment où on est ambitieux quelque part, on a un projet, eh bien l'adversité arrive. Ça, je dirais même que ça frappe à la porte. C'est une première chose. Et il faut être résilient, il faut être patient, il faut être persévérant. Et évidemment, facile à dire, mais c'est là où être entouré est important parce que parfois on veut aller vite, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'ego pour dire qu'on l'a fait en 3 jours ou par rapport à la réalité parce qu'effectivement on peut le faire en 3 jours. Ce n'est pas la même chose. Et donc, de nouveau, le piège de l'ego, c'est oui, mais ma boîte, j'ai absolument à créer en un mois parce que je veux montrer que je peux aller vite. C'est ça ou vraiment on peut le faire en un mois? Qui l'a fait en un mois? Connais-tu des gens qui l'ont fait en un mois? C'est un peu ça. Et le côté de nouveau, l'ego, c'est je vais être le premier qui arrive à. Ça, c'est l'ego. Ça peut être simplement de parler autour de soi et de dire, mais là, je suis coincé ou là, j'avance pas trop. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça s'est passé pour toi? Et c'est demander de l'aide et simplement demander l'avis des autres. Et donc, savoir son réseau. Et alors, en discutant avec son réseau, on va peut-être se rendre compte que oui, effectivement, créer sa boîte en un mois, c'est rapide. D'habitude, ça prend 2 à 3 mois. Ah oui, pourquoi? Et alors, on apprend. Et de nouveau, c'est être humble, être vulnérable et dire mais là ça touche à quelque chose en moi, je suis pas content, j'aurais voulu finir la relecture de mon livre sur une semaine, ça prend 2 semaines, mais peut-être que c'est normal et ça fait partie du processus, ça permet de comprendre aussi les commentaires des personnes qui ont relu, ça permet toi-même de réfléchir à ce que tu veux vraiment faire passer comme message de ton livre, etc., etc. Et c'est donc parfois, oui, juste ralentir, mais il y a des raisons pour ça. Et accepter de redevenir débutant. C'est comique, tu parles de la résilience et je donnais justement une formation hier et ça résonne super fort parce que c'est vrai que quand t'es enfant, bah, tu tombes, les bébés tombent avant de remarcher, ils se relèvent 12 fois et nous, on a envie que les choses arrivent tout de suite alors qu'au final, bah, c'est prendre le temps, faire preuve de flexibilité, pouvoir rebondir justement face aux défis et réapprendre constamment et se dire bah, c'est ok, prendre le temps de faire les choses. J'aime bien l'exemple des bébés, parce que j'aime bien dire que pour moi, ce sont des modèles de résilience. Et parfois, pour des personnes qui me disent que ah, mais c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est compliqué, je dis, mais j'aime bien dans mon style leur dire, mais dis-moi, quand tu es né, est-ce que tu savais parler et marcher? Et ils me regardent tout bizarre. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Ben, c'est vrai, est-ce que quand tu es né, tu savais parler et marcher? Ben non, évidemment. Ah, ok, il te faut 1 an en gros pour savoir marcher environ et parler environ 2 ans et demi. Et toi, là, tu paniques parce qu'au bout de 3 mois, tu dis que tu n'y arrives pas. Les bébés, ben, ils passent leur temps à essayer. Ils deviennent fous, mais vraiment fous. Ils crient, ils hurlent parce que quand ils parlent, tu ne comprends pas. Parce qu'ils se lèvent et puis ils retombent et ils préparent aller à 4 pattes. Mais c'est de ça dont il s'agit à la fin. Et on les applaudit. Et le pire, c'est qu'on les applaudit parce qu'ils continuent à se relever. Eh ben, si on faisait pareil. Et adultes, non. Oui, mais voilà, et c'est pour ça que je reste très optimiste et positif quand les personnes me parlent de se développer, de grandir. Je dis, mais il faut se rappeler d'où on vient. Mais à un moment, on est né, on ne savait pas parler, on ne savait pas marcher, on était dans un monde où personne ne comprenait. En un an, on arrive à se déplacer, en 2 ans et demi, on arrive à communiquer avec les gens. En gros, hein, bien sûr. Oui, c'est ça, C'est mais quand même, waouh! on oublie, hein, ces capacités qu'on a à l'intérieur de nous. On parle souvent de l'importance de la persévérance pour atteindre des objectifs. Et dans ton expérience, qu'est-ce qui différencie la persévérance productive de l'entêtement contre-productif? Je pense que ça fait certainement partie des choses qu'on a déjà un peu abordées, mais peut-être tournées différemment. Oui, eh bien, quand tu me parles d'entêtement contre-productif, je pense juste à l'ego, évidemment. Évidemment. C'est ça j'ai envie de dire le mauvais moteur par rapport à la persévérance, où on se dit, OK, j'ai eu un échec aujourd'hui, je prends du recul sur les raisons de cet échec, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à de l'entêtement. Oh, mais tu vas voir, non, mais là, mais c'est bon, j'ai pas une présentation, ils vont applaudir, ils vont être impressionnés. Et si là, j'ai pas ma promotion, alors là, franchement, je démissionne. Non, mais on va se calmer.
Qu'est-ce qui est en jeu ici et pourquoi et quels sont les critères? Et c'est de nouveau se poser des questions, s'interroger et à nouveau, c'est l'exploration de soi, chercher à l'intérieur et pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et évidemment, j'aime bien toujours être bien entouré. Demander aux autres, demander à ceux qui ont réussi, mais ceux qui ont aussi galéré pour réussir. Ceux qui réussissent tout le temps, euh, pour moi, ça m'intéresse moins parce qu'ils n'ont pas beaucoup de leçons à donner, quelque part. Les gens qui réussissent tout le temps. C'est des gens qui ont un petit peu galéré et qui ont dû prendre du temps, faire face à des échecs, réagir, réfléchir, rebondir. C'est ces personnes-là qui vont t'aider à grandir. Les personnes qui réussissent tout le temps vont te faire croire, parce qu'en plus, à la fin, c'est ça, te faire croire que c'est facile, que tout le monde peut y arriver, etc. etc. Et ça, je n'aime pas trop ce genre de message. Non. On ne voit pas la face cachée de l'iceberg, hein, de toute façon. Voilà. Parce que oui, il y a un prix à payer. Je veux dire, il m'a fallu environ 15 mois pour faire mon livre en version française. Et des personnes, en rigolant, me disent, ah oui, au fait, comment tu fais avec ton travail de tous les jours et tes enfants? Comment tu fais pour faire ton livre? Tu travailles la nuit ou quoi? Ha, ha, ha. Je dis, ben oui, je travaille la nuit. Et là, ils sont surpris. Je dis, ben oui, il n'y a pas de mystère. Oui, de 21h à minuit, certains soirs, effectivement, parce que j'ai absolument fini mon chapitre. Et donc, je passais plusieurs heures à faire un seul chapitre. Et je n'arrêtais pas tant que je n'avais pas fini mon chapitre. Donc, certains chapitres étaient plutôt sur 2, 3 heures et d'autres étaient 4 heures. Oui. Et pendant plusieurs jours d'affilée, oui, c'est la persévérance. L'entêtement serait de dire, même si je commence à être fatigué et j'avance moins bien, je continue, je dois absolument le faire. Mais non, ça, c'est de l'entêtement. La persévérance, c'est de dire, je suis bien avancé dans mon chapitre, j'ai presque fini, tant pis pour l'heure, parce que là, je me sens bien, j'avance, je continue. Là, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est de la persévérance. C'est super intéressant ce que tu dis pour le faire et l'être justement, pour le je dois et faire cette différence, cette distinction entre la persévérance et l'entêtement. C'est vraiment un point qui me parle beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Comment est-ce que tu aurais répondu? Ah, parle-nous plutôt de ton expérience d'écrivain, quelque part. Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je te dirais, je me suis amusé, en fait, à écrire ce livre, mais je ne pensais pas m'amuser au départ, hein, non, vraiment. Parce que j'ai deux amis qui m'ont dit, il y a depuis au moins 5 ou 6 ans que je devrais écrire un livre, ça serait bien. Et j'ai résisté, mais non, et pourquoi, etc. Et il y a simplement une croyance limitante en moi qui me disait que, comme j'étais plus jeune, pas bon en rédaction, tu sais, écrire des histoires ou des choses comme ça en secondaire, j'étais vraiment très mauvais, hein, mais vraiment très mauvais. Souvent, j'étais hors sujet. Parfois, mes profs de français me disaient, ah, ben, Kamba, toi, t'es passé à travers le sujet. Vous n'avez pas passé à travers, ça veut dire que tu n'as pas touché le sujet. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que vraiment écrire un livre, c'est fait pour moi, entre guillemets, hein, parce que là aussi, en termes d'ambition, on se dit, ça, c'est pas fait pour moi, hein, on n'est pas bon assez, etc. Et puis, je me suis lancé et en fait, à un moment, je me suis enlevé la pression. J'ai décidé de m'amuser, en fait. Et c'est une des clés, je pense, du succès en général. Il faut s'amuser. Et donc, je me suis amusé à écrire un livre. Et tu sais, mes moments préférés, en fait, pour l'écriture de mon livre, c'était la lecture des commentaires. En fait, au début, évidemment, parce que ça, c'est l'ego qui parle. J'étais stressé, genre, peut-être que mon livre, il est nul. Hein, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre ce que je dois raconter, hein, parce qu'évidemment, je suis tellement grand, ils ne vont pas comprendre mes grandes paroles. Mais en fait, non. Quand je lisais les commentaires, j'ai ri parce que souvent, il y a des choses genre, ah mince, j'y avais pas pensé. Ben oui, c'est évident, tu as raison. Donc, je parlais aux personnes qui m'avaient relu. Et donc, je dis, bah oui, et du coup, j'ai 90% des commentaires, je les ai implémentés, je les ai suivis. Parce que j'ai rigolé, parce que oui, effectivement, ça j'ai raté, ça je l'ai mal expliqué, genre, mais ça c'est n'importe quoi ce que j'écris. Et donc, j'ai fait des petits changements. Et aussi, une partie qui m'intéresse dans les commentaires, c'est un côté, mais parfois tu ne devrais pas être aussi sûr de toi ou tellement ferme. Ce n'est que ta façon de voir les choses, remets un peu les choses en perspective. Et c'est une des choses que j'ai écrites refaites, en fait, parce que c'était pas au début, hein, j'assume, je n'avais pas mis ça au début. C'était un peu, ne prenez pas tout ce que je dis comme un dogme qu'il faut suivre les yeux fermés. C'est juste mon expérience, ma perspective, et c'est là où l'humilité revient, heureusement. Vous lisez ceci, faites-vous une opinion,
Vous pourriez ne pas être d'accord et c'est pas un problème. Le but, c'est simplement que ça génère des réflexions de votre côté. Vous prenez ce qui vous parle et vous trouvez bien. Et le reste, si ça vous trouvez pas ça pertinent, c'est pas grave, vous le mettez de côté. Je vous en voudrais pas, parce qu'à la fin, c'est pour vous. Vous êtes unis, vous avez chacun et chacune votre façon d'être ambitieux et de voir les choses. Faites les choses comme vous le sentez. Et donc, entre guillemets, ne me prenez pas trop au sérieux non plus. Ce n'est qu'une façon de voir et je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Voilà, n'hésitez pas à me challenger en fait. Parce qu'à la fin, c'est votre carrière, vous avez votre propre vécu. Voilà. Oui, puis ce sont vraiment des sources d'inspiration à prendre et une pensée, ça évolue, ça modifie. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, tu reliras toi-même ton livre et tu vas te dire: «J'ai plus du tout cette opinion-là». Il y a des choses à garder, mais il y a des choses qui auront encore évolué et ça fait partie de la vie et c'est encore bien normal. Oui, oui, oui. Alors, dans les choses très rigolotes qui m'arrivent, j'ai décidé en fait de générer, c'est que en chose, tout ce qui est lié à mon livre, je me fais des petits freestyles, donc je fais des petites choses comme ça. Je me suis amusé à développer des bouteilles, voilà, avec, tu vois, le symbole ici, c'est l'empreinte digitale. C'est le côté ensuite silence et bon, le PK peut dire que c'est Patrick Kamba, évidemment. Et donc, je me suis amusé à faire ceci. Donc, je me lance dans le merchandising. Pourquoi? Juste pour rigoler. À la fin, c'est juste ça. Et donc, je reviens toujours à être humble et ne pas se prendre au sérieux. Le fait que je m'amuse, vraiment, avoir fait ce livre, me fait me sentir bien et c'est pas mon ego quand je fais des bouteilles et des tasses. J'en parle à mes amis, j'en rigole et je dis, ben voilà, hier soir, je réfléchissais, j'avais envie de faire des bouteilles, j'avais envie de faire des gourdes avec un logo sympa comme ça, parce que je trouve ça très joli. Et puis c'est tout. Et tant pis si, entre guillemets, personne n'en achète, c'est pas grave. J'aime bien dire que entre guillemets, par rapport à aller au casino ou à flamber mon argent quelque part, voilà, je m'amuse, je crée des choses. Et à l'inverse, si quelqu'un a envie d'aller au casino parce qu'il a envie de se faire plaisir et de s'amuser, etc., aucun problème. En fait, il y a chacun sa façon de vivre ou son ambition ou simplement d'être heureux. Parce qu'à la fin, c'est de ça dont il s'agit. Pour clôturer, cet épisode, évidemment, je vais mettre les liens pour te retrouver, en dessous de l'épisode, mais est-ce que tu peux peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent, je sais que ton livre est sorti en plusieurs langues, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça, s'il te plaît? Alors oui, donc on peut évidemment me trouver sur LinkedIn, ça c'est une première chose. J'ai un profil que j'ai créé il y a quelque temps sur Instagram et mon livre donc on peut le trouver en français et en anglais sur Amazon.fr, .com, etc. Et pour la version française, j'ai une version audio, e-book et papier et la version anglaise en version papier, sortie il y a à peine une semaine, donc c'est tout prêt et je découvre moi-même. Voilà. Et je suis évidemment intéressé pour faire des podcasts. Là aussi, ça m'amuse parce que ça permet de discuter, de créer une connexion avec l'hôte du podcast et discuter et rigoler aussi, évidemment. Oui, et échanger, connecter, donc c'est Voilà. super. OK, bon, écoute, un tout grand merci pour ce moment partagé et puis, à bientôt. Merci Julie, à bientôt. Bonne journée. On a bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.